La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est plus spécialement consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Michel Bernardi travaille le rôle de Dorante du menteur de Pierre Corneille, scène 5 du deuxième acte, avec le concours de Jean-Jacques Lagarde qui lui donne la réplique dans Géronte. Réalisation, Georges Godebert. Aujourd'hui, nous allons entendre M. Michel Bernardi jouer Dorante du menteur de Corneille, que vous connaissez bien, et avec la réplique de M. Jean-Jacques Lagarde dans le rôle de Géronte. Alors, je vous laisse aller votre scène, comme d'habitude, n'est-ce pas? Et après, nous reprendrons dans le détail. Dorante, arrêtons-nous. Le trop de promenade me mettrait hors d'haleine et me ferait malade. Que l'ordre est rare et beau de ces grands bâtiments. Paris semble à mes yeux un pays de romans. J'y croyais ce matin voir une île enchantée, je la laissais déserte et la trouve habitée. Quelque amphithéâtre nouveau, sans l'aide des maçons, en superbe palais a changé ses buissons. Paris voit tous les jours de ses métamorphoses. Dans tout le pré au clair, tu verras même... Je vous arrête tout de suite, parce pour que nous ne partions pas dans un mauvais ton. Vous êtes trop triste, je veux bien croire que Géronte est un peu fatigué, mais enfin, il n'est pas à ce point-là. Et quant à Cléante, il est beaucoup plus content, émerveillé, heureux, pétillant, n'est-ce pas? Oui. C'est tout de même sur un ton beaucoup plus brillant, beaucoup plus élevé, n'est-ce pas? Alors, tout de suite, mettez-vous bien dans la musique qui convient. Paris voit tous les jours de ses métamorphoses. Dans tout le pré au clair, tu verras même chose, et l'univers entier ne peut rien voir d'égal au superbe dehors du palais cardinal. Mais changeons de discours. Tu sais combien je t'aime. Je chéris cet honneur bien plus que le jour même. Comme de mon hymen il n'est sorti que toi, et que je te vois prendre un périlleux emploi, où l'ardeur pour la gloire a tout osé convie, et force à tout moment de négliger la vie, avant qu'aucun malheur te puisse être avenu, pour te faire marcher un peu plus retenu, je te veux marier. Oh, ma chère Lucrèce. Je t'ai voulu choisir moi-même une maîtresse honnête, belle, riche. Ah, pour la bien choisir, mon père, donnez-vous un peu plus de loisir. Je la connais assez. Clarisse est belle et sage, autant que dans Paris l'en soit de son âge. Son père de tout temps est mon plus grand ami, et l'affaire est conclue. Oh, monsieur, j'en frémis. D'un fardeau si pesant, accabler ma jeunesse. Fais ce que je t'ordonne. Il faut jouer d'adresse. Quoi, monsieur? À présent qu'il faut, dans les combats, acquérir quelques noms et signaler mon bras. Avant qu'être au hasard qu'un autre bras t'immole, je veux dans ma maison avoir qui m'en console. Je veux qu'un petit-fils puisse y tenir ton rang, soutenir ma vieillesse et réparer mon sang. En un mot, je le veux. Vous êtes inflexible. Fais ce que je te dis. Mais s'il est impossible. Impossible? Et comment? Souffrez qu'aux yeux de tous, pour obtenir pardon, j'embrasse vos genoux. Je suis... Quoi? Dans Poitiers. Parle donc et te lève. Je suis donc marié puisqu'il faut que j'achève. Sans mon consentement? On m'a violenté. Vous ferez tout casser par votre autorité. Mais nous fûmes tous deux forcés à l'hyméner par la fatalité la plus inopinée. Ah, si vous le saviez. Dis, ne me cache rien. Elle est de fort bon lieu, mon père. Et pour son bien, s'il n'est du tout si grand que votre humeur souhaite... Sachons à cela près, puisque c'est chose faite. Elle se nomme... Orphise. Et son père? Armédon. Je n'ai jamais ouï ni l'un ni l'autre nom, mais poursuis. Je la vis presque à mon arrivée. Une âme de rocher ne s'en fut pas sauvée tant elle avait d'appât, et tant son œil vainqueur par une douce force assujettit mon cœur. Je cherchais donc chez elle à faire connaissance, et les soins obligeants de ma persévérance surent plaire de sorte à cet objet charmant que j'en fus en 6 mois autant aimé qu'amant. J'en reçus des faveurs secrètes, mais honnêtes. Et j'étendis si loin mes petites conquêtes, qu'en son quartier, souvent, je me coulais sans bruit pour causer avec elle une part de la nuit. Un soir, que je venais de monter dans sa chambre, ce fut, s'il m'en souvient, le 2 de septembre. Oui, ce fut ce jour-là que je fus attrapé. Son père, ce soir même, son père en ville avait soupé. Il monte à son retour. Il frappe à la porte. Elle transit, pâlit, rougit, me cache en sa ruelle. Ouvre enfin.
Et d'abord, qu'elle eut d'esprit, Thédard. Elle se jette au cou de ce pauvre vieillard, dérobe en l'embrassant son désordre à sa vue. Il se sied. Il lui dit qu'il veut l'avoir pourvue. Lui propose un parti qu'on lui venait d'offrir. Jugez combien mon cœur avait l'or à souffrir. Par sa réponse à droite, elle sut si bien faire que, sans m'inquiéter, elle plut à son père. Ce discours ennuyeux enfin se termina. Le bonhomme partait quand ma montre sonna. Et lui, se retournant vers sa fille étonnée, « Depuis quand cette montre? Et qui vous l'a donnée ?»« Acaste, mon cousin, me la vient d'envoyer, dit-elle, et veut ici la faire nettoyer, n'ayant point d'horlogier au lieu de sa demeure. Elle a déjà sonné 2 fois en un quart d'heure. Donnez-le-moi, dit-il, et j'en prendrai mieux le soin. Alors, pour me la prendre, elle vient en mon coin. Je la lui donne en main. Mais, voyez ma disgrâce, avec mon pistolet, le cordon s'embarrasse, fait marcher le déclin, le feu prend, le coup part. Jugez de notre trouble à ce triste hasard. Elle tombe par terre, et moi, je la crus morte. Son père épouvanté gagne aussitôt la porte. Il crie, il appelle au secours, il crie à l'assassin. Son fils et 2 valets me coupent le chemin. Furieux de ma perte et combattant de rage, au milieu de tous 3, je me faisais passage. Quand un autre malheur, de nouveau me perdit. Mon épée en ma main, en 3 morceaux rompit. Désarmé, je recule et rentre. Alors, Orphise, de sa frayeur première aucunement remise, sait prendre un temps si juste en son reste d'effroi qu'elle pousse la porte et s'enferme avec moi. Soudain, nous entassons pour défense nouvelle banc, table, coffre, lit, et jusqu'aux escabelles, nous nous barricadons. Et dans ce premier feu, nous croyons gagner tout à différer un peu. Mais comme à ce rempart l'un et l'autre travaillent, d'une chambre voisine on perce la muraille. Alors me voyant pris, il fallut composer. C'est-à-dire en français qu'il fallut l'épouser. Les siens m'avaient trouvé de nuit, seul avec elle. Le scandale était grand, son honneur se perdait. À ne le faire pas, ma tête en répondait. Ses grands efforts pour moi, son péril et ses larmes, à mon cœur amoureux étaient de nouveaux charmes. Donc, pour sauver ma vie ainsi que son honneur, et me mettre avec elle au comble du bonheur, je changeai d'un seul mot la tempête en bonasse et fis ce que tout autre aurait fait à ma place. Choisissez maintenant de me voir ou mourir, ou posséder un bien qu'on ne peut trop chérir. Non, non, je ne suis pas si mauvais que tu penses. Et nous allons nous arrêter là. Oui. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Voilà. Eh bien, ce que vous avez dit au début, je vais vous le redire d'abord, c'est la première chose. Vous n'êtes pas tout à fait dans le ton de la scène, n'est-ce pas? Vous le sentez? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous gêne? J'ai le trac, je sais pas. Oh, le trac. Il faut vous remettre, il faut entrer dans le ton de la scène qui est beaucoup plus vif, beaucoup plus brillant. Oui. Et surtout, c'est tout à votre honneur, évidemment, vous avez de la difficulté à mentir, vous n'en avez pas l'habitude, enfin, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais vous avez l'air de dire la vérité. Vous avez une espèce de don de dire la vérité qui, si vous vous mettiez à mentir, serait redoutable. Mais là, n'est-ce pas, dans la scène, ce qu'il y a de merveilleux, et ce qui est si amusant à faire pour un comédien, c'est qu'il commence sans savoir ce qu'il va dire. Oui. N'est-ce pas? Par conséquent, il faut donner l'impression, au fur et à mesure où vous faites ce récit, que vous inventez. Ce n'est pas un menteur désobligeant, ça n'est pas un hypocrite, ça n'est pas un être vraiment coupable au point de vue moral qu'a voulu peindre Corneille. Oui. C'est plutôt quelqu'un qui a une espèce d'effervescence, qui arrive là à Paris, dans un état d'effervescence, invente ce qu'il faut pour que les situations peu à peu se dénouent et lui soient favorables. Vous avez vu jouer la pièce. Oui. Ce n'est pas du tout un personnage antipathique, c'est un personnage sympathique. Or, un véritable menteur, c'est ce qu'on manque de plus antipathique. Oui. Par conséquent, comme le personnage est sympathique, pourquoi l'est-il? Parce que c'est beaucoup plus une espèce d'effervescence d'imagination qu'un désir de tromper. Il n'y a pas le désir de tromper, il y a le désir de se sortir d'affaire. Et de se sortir d'affaire par une espèce d'invention qui est extraordinairement brillante, très amusante, déconcertante. Il faut que tout ça passe dans le récit. Il faut surtout, pour que vous réussissiez ce qu'a voulu l'auteur, qu'on ait l'impression de l'invention qui naît au fur et à mesure où le récit se déroule. Oui, oui. N'est-ce pas? Tandis que la manière dont vous le faites, il a une logique dans votre ton. Or, il n'en a pas dans la vérité. C'est extrêmement difficile puisqu'il faut à la fois que son père le croie et que nous sentions que c'est une invention. Par conséquent, il y a un double ton à trouver. Mais je crois surtout que ce qu'il faut, c'est donner l'impression de l'effervescence. Parce que votre père le croie, il y a là une complaisance de l'auteur, évidemment. Alors, il faut par conséquent que vous soyez sincère, mais que vous soyez sincère dans le jeu de l'imagination. En somme, vous faites un roman. Vous n'êtes pas plus coupable qu'un romancier.
Vous faites un roman, mais vous le faites là, sous les yeux du public, et avec une espèce de joie, d'effervescence, de bonheur, et en même temps de crainte, parce que vous ne savez pas où vous allez. Il faut par conséquent que nous sentions tous ça. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, je comprends très bien. N'est-ce pas? Oui. Il faut à la fois que vous soyez là, qu'est-ce que je vais dire, et que vous ayez une espèce de bonheur à sentir que tout ça vient, que tout ça s'enchaîne, mon Dieu, que vous allez jusqu'à inventer la montre qui est une invention extraordinaire, n'est-ce pas? Et puis ensuite la bataille. Tout ça doit se faire d'une façon extrêmement brillante et joyeuse. Alors voilà pour ce qui est la couleur générale. Quant à monsieur qui joue le père, je ne peux pas ne pas le lui dire, parce qu'enfin, il faut que la scène, tout de même, pour nos auditeurs et pour vous-même, soit claire. Vous savez ce qu'était l'autorité paternelle à ce moment-là, n'est-ce pas? Ça nous paraît extraordinaire, nous, d'entendre maintenant dire « tu vas faire ça, tu vas te marier ». Il faut qu'on sente ça, n'est-ce pas? C'est de beaucoup plus haut. C'est ça, oui. N'est-ce pas? Mais c'est un homme extrêmement bon et qui adore son fils. Par conséquent, lui aussi va entrer dans le jeu, mais le moment où il lui dit « il faut que tu te maries », tout ça, il faut qu'on sente cette autorité, cette hauteur, n'est-ce pas? Alors vous allez reprendre ça maintenant, nous allons voir dans le détail. Mais voilà pour le ton général de la pièce, et c'est très important. Parce que tout de même, il faut bien remarquer ce que je vous disais au début, qui est si saisissant, c'est qu'on a peint un menteur et que le menteur est sympathique. Alors imaginez maintenant un de nos auteurs peignant un menteur, ce serait évidemment terrible, enfin c'est tout de même un vice affreux et qui corrompt complètement la vie. Or là, tout se dénoue dans une atmosphère de féerie, de fête, de rubans, de grâce, n'est-ce pas? Il faut qu'on sente ça, c'est très important. Alors reprenez votre scène. Dorante, arrêtons-nous. Le trop de promenade me mettrait hors d'haleine et me ferait malade. N'est-ce pas? N'appuyez pas trop sur vos muets. Oui, oui. Faites bien attention, il faut évidemment qu'on les sente un peu. Même maintenant, on a la manie de les mettre au premier plan, je ne sais pas pourquoi. Pendant des années, on les a escamotés, alors on pense probablement qu'on leur doit une revanche. Enfin, le fait est maintenant, on n'entend plus qu'eux. Alors faites bien attention. Dorante, arrêtons-nous. Le trop de promenade me mettrait hors d'haleine et me ferait malade. Que l'ordre est rare et beau de ces grands bâtiments. Ah oui, alors, Paris semble à mes yeux. N'est-ce pas, ce sont des formations qui arrivent, n'est-ce pas? Que l'ordre est grand et beau, n'est-ce pas? Bien large et bien émerveillé et sincère. Que l'ordre est rare et beau de ces grands bâtiments. Paris semble à mes yeux un pays de romans. J'y croyais ce matin voir une île enchantée, je la laisse déserte et la trouve habitée. Voilà. Tel qu'enfion nouveau, sans l'aide des maçons, en superbe palais à changer ses buissons. Voilà. Paris voit tous les jours de ces métamorphoses. Alors lui, il sait, n'est-ce pas? Paris voit tous les jours de ces métamorphoses. C'est comme ça ici, n'est-ce pas? On vient de faire le tunnel de l'Allemagne, nous troublons. Paris voit tous les jours de ces métamorphoses. Dans tout le pré au clair, tu verras même chose. Et l'univers entier ne peut rien voir d'égal au superbe dehors du palais cardinal. Mais changeons du discours. Tu sais combien je t'aime. Je chéris cet honneur bien plus. Alors, n'est-ce pas très tendre? Il adore son fils, n'est-ce pas? Tu sais combien je t'aime. Enfin, qu'on sente que c'est vrai, c'est pas un mot. Comme ça vient du cœur, n'est-ce pas? Oui. Mais changeons de discours. Tu sais combien je t'aime. Oh, je chéris cet honneur bien plus que le jour Ah, même. pas si vite, j'ai pas entendu. Oui. N'est-ce pas? Je chéris, et lui aussi, il adore son père. Tout ça, c'est des très braves gens, n'est-ce pas? Oh, je chéris cet honneur bien plus que le jour même. Comme Non, de- non, vous avez l'air vraiment de ne pas y attacher beaucoup d'importance. Vous m'avez dit de le faire plus lent, alors je l'ai fait plus triste. Oui. Je chéris cet honneur, n'est-ce pas? Oh, je chéris cet honneur bien plus que le jour même. N'est-ce pas? Il est toujours en état d'effervescence, dites-vous le garçon. C'est pour ça qu'il se met dans tous ses ennuis. Oh, je chéris cet honneur bien plus que le jour même. Voilà. Comme de mon hymen il n'est sorti que toi et que je te vois prendre un périlleux emploi, où l'ardeur pour la gloire a tout osé convie et force à tout moment de négliger la vie, avant qu'aucun malheur te puisse être avenu, pour te faire marcher un peu plus retenu, je te veux marier. Ma chère Lucrèce. C'est ça. Allons d'un coup. Ah, ma chère Lucrèce, qu'est-ce qui m'arrive? N'est-ce pas? Voilà le ton. Oh, ma chère Lucrèce. C'est ça. Je t'ai voulu choisir moi-même une maîtresse honnête, belle, riche. Oh, pour la bien choisir, mon père, donnez-vous un peu plus de loisirs. Je la connais assez. Bien. Clarisse est belle et sage, autant que dans Paris il en soit de son âge. Son père de tout temps est mon plus grand ami, et l'affaire est conclue. Oh, monsieur Jean Frémy. Alors attention, n'est-ce pas? Et l'affaire est conclue. C'est ça, oui. C'est fini, pas la peine de rouspéter, c'est fini. Son père de tout temps est mon plus grand ami, et l'affaire est conclue. Bien. Oh, monsieur Jean Frémy, d'un fardeau si pesant accabler ma jeunesse. Fais ce que je t'ordonne. Ah, il faut jouer d'adresse. Quoi, monsieur? À présent qu'il faut dans les combats
acquérir quelques noms et signaler mon bras. Écoutez-moi bien, étant donné la situation dans laquelle il ne sait pas encore très bien ce qu'il va dire, c'est toujours le même procédé, n'est-ce pas? Il faut qu'on sente toujours que le mensonge vient au fur et à mesure où il ment. Enfin, n'est-ce pas? C'est un appel. Une chose en entraîne une autre. Oui. Et comme il n'est jamais à court, comme vous voyez... Il faut jouer d'adresse. Voilà. Quoi, monsieur? À présent qu'il faut, dans les combats, acquérir Voilà. quelques noms et signaler mon bras. Avant qu'être au hasard qu'un autre bratimole, je veux dans ma maison avoir qui m'en Je console. veux dans ma maison avoir qui m'en console. Quand tu seras mort, je vais avoir un petit-fils. Comme on va sûrement te tuer, je veux quelqu'un. N'est-ce pas? Avant qu'être au hasard qu'un autre bratimole, je veux dans ma maison avoir qui m'en console. Bien. Je veux qu'un petit-fils puisse y tenir ton rang, soutenir ma vieillesse et réparer mon sang. En un mot, je le veux. Vous êtes inflexible. Fais ce que je te dis. Mais s'il est impossible, Impossible. Alors voilà où tout à coup le mensonge naît, n'est-ce pas? L'argument lui vient. Il lui dit je le veux. Bon, mais il faut que je réponde qu'il n'y a pas moyen. Alors qu'on sente bien, n'est-ce pas ça, n'est-ce pas? Mais il cherche, n'est-ce pas? Et puis tout à coup il trouve. Ouais. Alors il faut qu'on voit ça si nous étions à la télévision. Il faudrait qu'on voit sur votre visage la minute pendant laquelle vous cherchez, l'expression du garçon qui cherche, et tout à coup qui trouve. Et il est évident qu'à la chose péremptoire de je le veux, il faut qu'il réponde par quelque chose. Alors il dit c'est impossible. Il trouve que tout à coup, il faut dire qu'il est marié. Alors donnez-moi bien ça. En un mot, je le veux. Alors il faut que je... En un mot, je le veux. En un mot, je le veux. Voilà. vous êtes inflexible. Fais ce que je te dis. Mais s'il est impossible. Alors voyez-vous, ça n'est pas assez. On ne sent pas assez. Alors reprenez-moi ça. Je le veux. En un mot, je le veux. Vous êtes inflexible. Fais ce Il que faut je te déjà, dis. dans vous êtes inflexible, il faut qu'on sente le garçon qui se tirera d'affaire, n'est-ce pas? Vous êtes inflexible. N'est-ce pas? Il cherche, vous êtes inflexible. Mais s'il est impossible, n'est-ce pas? Alors, psychologiquement, à l'oreille, la chose est logique. Elle est possible pour lui. N'est-ce pas? Il faut tout de même que le père y croie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de merveilleux dans le rôle. Et c'est que les choses naissent de telle manière que toujours on finit par y croire. Et que la raison pour laquelle la pièce est tellement merveilleuse, c'est que le public est avec lui. Et le public est avec lui dans la mesure où le mensonge est toujours ingénieux, est toujours inventé, est toujours brillant, est toujours gai. En un mot, je le veux. Vous êtes inflexible. Fais ce que je te dis. Mais s'il est impossible. Voilà. Impossible. Alors, n'est-ce pas, il faut que ça pèse plus lourd, impossible. Mais s'il est impossible. Impossible. Alors là, vous allez vous lancer dans votre tirade. Fais ce que je te dis. Mais s'il est impossible. Impossible. Et Comment dit l'autre? Impossible? Comment? Impossible. Bien juste, moi que j'entende bien. Impossible. Oui. Et comment? Et comment? Comment c'est impossible? Oh, souffrez qu'aux yeux de tous, pour obtenir pardon, j'embrasse vos genoux. Voilà. Je suis... Quoi? Dans Et ne, Poitiers. ne fermez pas l'intonation, n'est-ce pas? Souffrez qu'aux yeux de tous, j'embrasse vos genoux, qu'est-ce que je vais lui dire? J'en sais absolument rien, mais ça va venir. N'est-ce pas? C'est ça. Souffrez qu'aux yeux de tous, pour obtenir pardon, j'embrasse vos genoux. Voilà. Je suis... Quoi? Dans Poitiers. Alors là, ça y est, il a trouvé. Dans Poitiers. Parle donc et te lève. Je suis donc marié, puisqu'il faut Ah oui, que je alors, chèque. n'est-ce pas, il faut que ça tombe beaucoup plus lourd, n'est-ce pas? Je suis dans Poitiers, et je suis donc marié. C'est ça. Bon. Oh, ils me font un succès, ils sont gentils. Je suis... Quoi? Dans Poitiers. Parle donc et te lève. Je suis donc marié, puisqu'il faut que j'achève. Alors, voyez-vous, c'est pas assez lourd, n'est-ce pas? Ça n'est pas assez décisif, n'est-ce pas? Et en même temps, il faut qu'on sente une espèce de... La dent est arrachée, enfin, ça y est, n'est-ce pas? Il a trouvé, n'est-ce pas? Je suis dans Poitiers. Il sait qu'il va dire ça, mais il ne sait pas encore comment. Puis il se dit, bah, moi, j'y vais carrément, je vais lui dire. Ça y est, n'est-ce pas? Alors, il faut que ça pèse plus lourd. Je suis... Quoi? Dans Poitiers. Parle donc et te lève. Je suis donc marié. Ah non, voyez-vous, c'est triste. Il faut au contraire que le ton monte, n'est-ce pas? Plus vous avancez dans votre mensonge, plus vous êtes content, parce que vous sentez que vous êtes tiré d'affaire. Et alors, il faut que ce soit éclatant, là, n'est-ce pas? C'est le bouquet, là. Vous lui dites vraiment quelque chose de décisif. Je suis... Quoi? Dans Poitiers. Parle donc et te lève. Je suis donc marié, puisqu'il faut que j'achève. Voilà.
Sans mon consentement? On m'a Alors, violenté. une seconde. Alors, sans mon consentement était énorme à l'époque, n'est-ce pas? Oui. Sans mon consentement, qu'est-ce qu'il va dire? On m'a violenté. Il est prêt à tout, là. Je suis donc marié, puisqu'il faut que j'achève. Sans mon consentement? On m'a violenté. Voilà. Vous ferez tout casser par votre autorité. Mais nous fûmes tous deux forcés à l'hyméner par la fatalité la plus inopinée. Voilà. Alors, n'est-ce pas, on ne sent pas assez que peu à peu l'invention vient avec une espèce de satisfaction, n'est-ce pas? Il faut avoir écrit des romans pour savoir comment on est content quand on voit une issue, n'est-ce pas? Vous êtes dans cet état-là, vous êtes absolument ravis, vous avez trouvé votre intrigue, vous avez trouvé vos personnages, tout ça naît peu à peu avec une espèce de joie, n'est-ce pas? Oui. Faites bien attention à ça, n'est-ce pas? Le personnage est brillant, le personnage est gai, n'est-ce pas? C'est même très curieux, n'est-ce pas, à quel point on voit la différence entre la comédie de ce tragédien et celle de Racine, parce qu'enfin, les Plaideurs sont une pièce d'une tristesse épouvantable, n'est-ce pas? Le rire est difficile, le rire est toujours âcre, alors que là, au contraire, tout est plein de soleil, n'est-ce pas? Et il faut toujours cette lumière, il faut qu'on la sente tout le temps dans le menteur. Sans mon consentement? On m'a violenté. Plus large, n'est-ce pas? Et plus épouvantable, parce que pour qu'il arrive à dire on m'a violenté, il faut que vraiment son père lui dise une chose qui le met tout à fait en mauvaise posture, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Sans mon consentement. Ah, n'est-ce pas? Son cri à lui. Sans mon consentement? On m'a violenté. Voilà. Vous ferez tout casser par votre autorité. Ah non, n'est-ce pas? Alors tout de même, c'est un petit peu extravagant. Oui. Alors il se reprend, il dit vous ferez tout casser par votre autorité. Ce qu'il veut, c'est gagner du temps, n'est-ce pas? Oui. Vous ferez tout casser par votre autorité, mais enfin voilà, et elle et moi, nous avons été pris comme ça, nous n'y pouvions rien. J'étais là, et puis alors ça naît, ça vient, il est ravi, il est enchanté, tout ça brille. Vous ferez tout casser par votre autorité. Mais nous fûmes tous deux forcés à l'hyméner par la fatalité la plus inopinée. Alors la fatalité, n'est-ce pas, ça compte, ça, n'est-ce pas? Nous fûmes tous deux forcés à l'hyméner par la fatalité. Ah, la plus inopinée. On n'attendait vraiment pas à ça, n'est-ce pas? Vous ferez tout casser par votre autorité. Par votre autorité, mais surtout pas de sincérité dans le récit. Vous ferez tout casser par votre autorité, plus large, mais nous plus fûmes large, n'est-ce pas? Plus large. C'est large pour deux motifs. D'abord parce que le texte le comporte, et ensuite parce que vous vous donnez du temps. Il veut d'abord gagner du temps pour ce qui est de ne pas se marier, et ensuite il veut gagner du temps pour trouver les arguments dont il va assommer son père. Alors par conséquent, la largeur est deux fois commandée. Vous ferez tout casser par votre autorité, mais nous fûmes tous deux forcés à l'hyméner. Forcés à l'hyméner. Mais nous fûmes tous deux forcés à l'hyméner par la fatalité la plus inopinée. Voilà. Ah, si vous le saviez. Dis, ne me cache rien. Elle est de fort bon. Son texte lui revient en même temps que moi. Ah, si vous le saviez. Dis, ne me cache rien. Elle est de fort bon lieu, mon père. Ah oui. Et pour son bien, s'il n'est du tout si grand que votre mœur souhaite... Sachons à cela près, puisque c'est chose faite, elle se nomme. Ah oui, alors dites-moi, monsieur le père, vous entrez un peu dans son jeu, mais tout de même, vous n'êtes pas tout à fait aussi content, parce que vous avez l'air de dire, bah ça y est, comment s'appelle-t-elle, n'est-ce pas? C'est pas tout à fait ça, n'est-ce pas? Ben, puisqu'il faut, c'est comme ça, là, ben, sachons d'abord son nom. Et c'est Poitiers, il en est, alors il veut savoir qui c'est, n'est-ce pas? Sachons d'abord son nom. Alors, il faut qu'il invente un nom. Sachons à cela près, puisque c'est chose faite. Puisque c'est chose faite, Puisque c'est... Oui. C'est avec regret, ça, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Sachons à cela près, puisque c'est chose faite, elle se nomme Orphise. Et son père? Armédon. Voilà. Alors voyez-vous, n'ai vous jamais n'êtes pas tout oublié. à fait aussi sûr de votre affaire. Je trouve que si j'étais le père, moi que j'entendrais ça, je me dirais, tiens, c'est drôle, il n'est pas très sûr des noms, n'est-ce pas? Orphise, n'est-ce pas? Mais vous la connaissez, vous l'avez rencontrée avant-hier, n'est-ce pas? Oh, mais merci, vous êtes bien gentil, je suis très contente. Au fond, j'ai manqué mon emploi. Elle se nomme... Elle se nomme? Orphise. Ah non, non, vous n'êtes pas assez content, n'est-ce pas? Orphise, voyons, n'est-ce pas? Et son père Armédon, voyons.
comment, mais tout ça, vous ne connaissez pas tous ces gens-là? Oui, alors la pendule nous arrête. Alors vous allez repenser à tout ça, de manière à ce que tout ça soit bien en place. La prochaine fois, nous allons travailler la fin de la scène, et alors vous aurez votre scène en place, n'est-ce pas? Oui, mais j'attire votre attention sur le fait qui est capital pour la bonne interprétation de la scène, et du rôle que vous devez travailler tout entier, parce qu'il est bien dans votre emploi. C'est le brillant, c'est la joie, c'est le contentement à la fois de se tirer d'affaire, d'inventer, de se sentir maître de soi. Au moment où la chose arrive, il a une espèce de vague peur, et puis grâce à son imagination, il se tire merveilleusement d'affaire, et au fur et à mesure où il invente, il est content, et il vit toujours ce qu'il invente. N'est-ce pas? Nous allons voir ça quand nous allons retravailler le grand récit. Il y a dans tout ça une espèce de contentement, et puis il y est. Il est à la fois comédien et auteur. Alors on ne peut pas mieux dire. Voilà, c'est bien.